Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Il y a un sommet sur le climat qui a débuté aujourd'hui. 900 personnes au moins sont attendues. C'est la 3e édition du sommet Climat Montréal. Ça se tient aujourd'hui et demain. Ça se passe au Vieux-Port de Montréal. Vous allez dire un autre sommet pour le climat, mais c'est une bonne intention, je pense. On parlera jamais assez de la planète et ce qu'on devrait faire, nous, humains, pour essayer de la préserver un peu plus. Bon, qu'est-ce qu'il en retourne de ce fameux sommet? À quoi quand même va-t-il servir? Et qu'est-ce qui va être dit? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme citoyen? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est essayer de vous dire à vous, citoyens, qui regardez ça, qui écoutez les nouvelles, puis qui entendez souvent, il faut qu'on fasse notre bout, comme citoyens contribuables pour l'environnement, mais faire quoi? On regarde souvent aussi ce que les autres ne font pas, ce que d'autres pays ne font pas, puis on a souvent le réflexe de penser que tant que ça se passe pas ailleurs, pourquoi on se forcerait nous? C'est vrai qu'on est très bon dans certaines choses au Québec, là, en matière de respect de l'environnement, mais dans d'autres domaines, on a des croûtes à manger. J'aurais envie d'en parler avec une éco-sociologue que vous connaissez bien. Elle a été cofondatrice d'Équiterre. Elle est chroniqueuse au Journal de Montréal. C'est l'éco-sociologue Laure Varidel. Bonjour, Laure. Bonjour, Isabelle. Alors, à quoi ça sert, Laure, ce fameux forum climat? Ben, ça sert à créer des liens entre toutes sortes de monde qui normalement ne travaillent pas ensemble. Les entreprises, les élus, les chercheurs, les organisations de la société civile pour réfléchir et surtout pousser pour des solutions concrètes. Parce que l'idée, c'est oui, de créer des liens, mais ensuite de ça, créer une certaine concertation et mobiliser autour d'actions. C'est vraiment ça, l'élan. Puis leur slogan cette année, d'ailleurs, c'est « Faire plus, faire mieux, plus rapidement ». Parce qu'on le sait, il y a urgence dans le dossier du climat. Puis c'est vrai qu'il y a plein de solutions qui existent. Maintenant, le défi, c'est comment est-ce qu'on les met en œuvre. Fait que généralement, durant ces 2 journées-là, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'annonces qui sont faites de toutes sortes de projets. Là, il y a déjà, il y en a 3 qui sont sortis aujourd'hui en termes de collaboration interuniversitaire pour pousser pour des actions climatiques. L'idée aussi, il y a la création d'un groupe sur la transition industrielle dans l'est de Montréal, et puis un autre projet mais avec l'intelligence artificielle puis le partage des données. Donc ça, c'est des moyens concrets qu'on se donne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi s'adapter à la crise climatique. On parle souvent de la réduction des GES, des gaz à effet de serre, justement, puis en même temps, nous, au Québec, on est quand même une société qui aime bien le tout à l'auto. Chaque fois qu'on propose une transition plus verte, écologique, qu'on dit qu'on va rajouter des pistes cyclables, je prends l'exemple de Montréal, à chaque fois, ça fait une levée de bouclier. Quand on dit, quand un ministre de l'Énergie comme Pierre Fitzgibbon lui-même qui nous dit il y a trop de chars, il y a trop de voitures au Québec, on en a 2 fois trop, les gens le disent, surtout en région, oui, mais comment veux-tu que je me rende, où je dois me rendre? Fait qu'il y a souvent souvent, c'est d'ailleurs l'économique qui oppose l'environnement. Comment on peut arriver à quand même accélérer cette transition? Parce que on s'en sortira pas, je pense. Là, on est quand même tous conscients de ça. En tout cas, je l'espère profondément. Mais en même temps, comment convaincre que cette transition doit être plus rapide? Parce que ça reste encore difficile au quotidien. C'est sûr que c'est difficile parce que ça implique un changement. Et puis, il y a une résistance à n'importe quel changement. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, il y a quand même quelques décennies, quand on a obligé le port de la ceinture de sécurité, il y a plein de gens qui s'opposaient à ça. Puis maintenant, on le fait tous naturellement. Le recyclage, d'avoir, de gérer nos eaux usées. Tout ça, c'est des choses qui, au départ, ont été difficiles à mettre en place, mais que là, on prend pour acquis, qu'on continue à faire parce qu'on sait que c'est mieux pour notre santé, pour notre sécurité. C'est pareil pour l'environnement. Il y a un paquet de solutions qui, pour l'instant, sont comme en marge. On se dit, ça serait bien mais dans les faits, c'est pas devenu la norme, la pratique générale que, la majorité des gens fait. Puis le transport, pour le Québec, c'est un bon exemple de ça. Mais on peut pas demander aux gens de prendre le transport en commun s'il y a pas de service offert ou si le service offert, il est juste à certaines heures, puis autrement, on est pris puis que ça brime nos libertés. Fait que là, c'est le rôle du gouvernement de mettre en place une architecture des choix qui va faciliter notre vie de nous, citoyens, nos choix, pour que ce soit moins cher, plus facile, plus agréable de se déplacer en transport en commun qu'en auto solo. Puis, il faut se rappeler, les autos, là, c'est pas seulement un problème de pollution, ça coûte cher à tout le monde. Ça, c'est le deuxième poste de dépense de la majorité des familles, puis souvent, elles ont pas le choix. Fait qu'il faut donner le choix
aux gens. Puis ça, c'est possible. Puis quand moi, j'ai vécu quelques années en Europe, puis j'habitais un tout petit village là où il y avait littéralement plus de vaches que d'humains qui habitaient. Puis il y avait pourtant un train tous les jours qui partait pour Genève. Puis ce train-là, savez-vous de quelle compagnie il était? Bombardier. Ouais. Alors, c'était un train fait par une de nos compagnies. Fait que je me dis, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'offrir un meilleur service au Québec? Fait que ça prend une volonté politique, ça prend des gens qui se mettent ensemble, des citoyens qui le demandent, mais aussi des entreprises qui ont le goût de pousser vers ça, puis pousser leurs employés, puis leur personnel à être là, puis qui s'installent proche d'endroits où il y a du transport en commun. Fait que c'est toute une synergie de choix, puis des sommets comme le sommet Climat Montréal, c'est l'occasion de se mettre ensemble, de dire, OK, là, on est conscient, on est face à un problème qui est grave. Mm-hmm. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des solutions, puis on les met en œuvre, puis pas juste de discuter, mais vraiment de passer à l'action concrètement. Mais tu sais, tu compares avec l'Europe, c'est sûr qu'au niveau de la géographie, de l'organisation du territoire, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Tu sais, puis c'est vrai qu'ils ont un réseau ferroviaire qui est fabuleux. Le Canada a été construit quand même à la base, c'était beaucoup ça aussi. On dirait qu'on a oublié ça ou on l'a pas développé de la même façon, ce réseau ferroviaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'idée d'un train rapide, c'est souvent mis de côté parce qu'on se dit c'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Le coût des infrastructures, a explosé, que ça soit un pont, que ça soit un train rapide. Fait que ça devient difficile de penser à du transport collectif qui soit raisonnablement, qu'on puisse se payer raisonnablement. Puis en même temps, tu sais, Valérie Plante le disait aujourd'hui, hausse de véhicules dans la région de Montréal. La clé, c'est le transport collectif. Puis là, on l'a vu cette semaine, on vient d'augmenter les tarifs, entre autres, de la fameuse carte puce. Penses-tu que ça va encourager les gens, ça, à prendre le transport en commun? Non, fait qu'on dirait... Moi, j'ai de la misère à suivre les décisions des politiques. Tu sais, quand tu dis, il faut arrêter de parler, tu as raison, mais il faut aussi dire, il faut être conséquent, je trouve. Puis je la cherche, la cohérence, puis je l'entends pas tous les jours. Oui, mais c'est parce qu'on a une pensée très à court terme. Hein. On regarde, OK, combien ça va nous coûter maintenant d'investir dans le transport en commun? Mais si on attend encore plus longtemps, ça va coûter encore plus cher. Puis surtout, ce qu'on considère pas, là, c'est combien vont nous coûter les extrêmes climatiques. Hein. On le voit déjà, les centaines de millions que ça coûte quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, les feux de forêt. C'est incroyable, les coûts qu'on a eus. Là, j'ai plus les chiffres en tête, puis je veux pas vous dire des bêtises, mais ça a coûté des millions de dollars, tout ça. Fait que si on met tout ça en bout de ligne, puis on réalise que si on réduit les émissions, il y a un impact, là, vous allez me dire, oui, mais la Chine, l'Inde et tout ça, je suis d'accord, mais il faut que on commence chacun, on fasse notre part pour que ça passe. Et aussi, l'autre chose, c'est toute l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des changements, des extrêmes climatiques qu'on va pas être capable d'éviter. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour avoir des bâtiments qui sont adaptés, pour avoir des réseaux de transport qui sont adaptés, pour avoir toute une société, toutes des infrastructures qui sont adaptées à ces extrêmes-là. Puis, je voudrais juste revenir sur quelque chose, Isabelle, parce que tu as dit, mais on n'est pas comme en Europe. C'est vrai qu'on est très différent en Europe. Sauf que le mythe que le territoire est trop grand, si on prend juste la grande région de Montréal, la densité de population dans la grande région de Montréal, elle est pas mal plus grande que la Suisse en entier. Tu sais, puis pourtant en Suisse, t'as des trains puis t'as des systèmes d'autobus partout pour te rendre n'importe où. Mais juste si on se concentrait déjà là où plus de la moitié de la population de Montréal habite, on pourrait faire un bon bout de chemin puis économiser à la fois de l'argent et du temps aux gens si on met nos ressources ensemble. Mais écoute, tu as tellement raison, mais juste sur l'organisation, il y a combien de sociétés de transport dans la même région métropolitaine de Montréal? Tu sais, tu parles d'autobus. Moi, je le prends très rarement, mais je connais pas mal de gens qui s'en plaignent puis qui disent que c'est très mal desservi. Tu sais, des arrêts qui sont où les autobus passent pas, ou alors une fois ou 2 heures, ou des fois pas du tout, alors qu'ils te préviennent pas. Tu sais, il y a comme un manque d'organisation. C'est pas assez efficace. Tu parlais du privé. Il faut prendre ça du privé. Et puis, c'est bien qu'il y ait des liens entre le public, le privé, puis la société civile pour améliorer la question puis la transition. Mais il faut aussi qu'on regarde au privé comment ils font les choses, parce qu'il y a une efficacité qui manque, je trouve, dans certains milieux, entre autres en transport collectif. Je voudrais, avant de te laisser aller, là... Oui, vas-y. Ça demande du leadership politique aussi pour ça. Puis ce leadership-là, il va pas venir s'il y a pas des citoyens qui se mobilisent
pour le demander puis l'exiger. Fait qu'on a tous un rôle à jouer pour l'accélérer, cette transition écologique-là. Mais je pense que tu mets le doigt dessus, là. C'est un manque de leadership, vraiment. Une véritable poussée, là. Mais heureusement, il y a des éco-sociologues comme toi. Il y a des mères au front également. Et je fais remarquer à notre public ton cœur vert. Hein? Merci. Parce que là, vous avez mère au front et j'en suis également, je tiens à le dire. Nous sommes beaucoup de mères qui militons pour que nos enfants aient une meilleure planète. Laure a parti ce grand mouvement, entre autres, avec Anaïs Barbeau-Lavalette et d'autres femmes ont suivi. Vous faites régulièrement des événements. Il y en a un pour la fête des mères. Parle-moi-en rapidement, Laure. Ah, absolument, avec joie. Ben, pour tous ceux qui habitent la grande région de Montréal, on se rassemble au parc Frédéric-Bach qui incarne les grands changements qui doivent s'opérer parce que c'est un ancien site d'enfouissement qui a été transformé en un magnifique parc. Donc, sous la direction artistique de Brigitte Poupard, il va y avoir toute une mise en scène de fête, des chansons, on va faire participer le groupe, des discours et en fait, beaucoup de beauté, de poésie, mais avec une exigence de se rassembler tous ensemble pour accélérer cette transition écologique dont on parle. On invite les gens à s'habiller en blanc parce que ça va être aussi on veut se mettre en solidarité avec les mères du monde entier. On sait que partout à travers le monde, il y a des guerres, il y a des femmes qui essaient de protéger leurs enfants sans succès en Palestine et ailleurs. Donc, on fait cet appel-là et à la toute fin, il y aura une envolée de cerfs-volants avec les espoirs de nos enfants écrits derrière et nos revendications. Donc, ça va être à la fois politique, sans être partisan, évidemment, et poétique pour se donner un élan ensemble pour prendre des décisions qui vont permettre de protéger la santé et la sécurité de nos enfants dans l'avenir. Merci beaucoup, Laure Varidel. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci. Merci, Isabelle. Au plaisir.